La Seconde Guerre mondiale a donné lieu à une période de prospérité économique extraordinaire à Terre-Neuve et Labrador, entraînant ainsi un vent de changement sur le plan politique. Depuis 1934, le pays était administré par une commission de gouvernement dont les membres n'étaient pas élus par le peuple. Ils étaient nommés par la Grande-Bretagne. La commission a accédé au pouvoir pendant une période d'instabilité économique et politique. Un vent de scandale secouait alors la Chambre d'Assemblée et une lourde dette publique menaçait de conduire le pays à la faillite. Les gouvernements terrneuvien et britannique considéraient que l'établissement de la commission était une mesure temporaire visant à résoudre ces problèmes. Pour rester au pouvoir, la commission devait respecter deux conditions. Premièrement, Terre-Neuve et Labrador devaient être autosuffisantes et, deuxièmement, la population devrait revendiquer la restitution d'un gouvernement responsable. Mais la manière dont cette revendication devait être faite n'avait pas encore été déterminée. Néanmoins, grâce à la reprise économique de Terre-Neuve pendant la Seconde Guerre mondiale, il était généralement admis que la commission de gouvernement allait être remplacée une fois la paix restaurée. Mais quelle forme ce nouveau gouvernement allait-il prendre? Le 11 décembre 1945, les gouvernements terrneuvien et britannique ont annoncé la mise sur pied d'une convention nationale pour analyser la situation économique du pays et recommander des formes de gouvernement envisageables pour l'avenir. La population habilitée à voter serait ensuite appelée, lors d'un référendum, à choisir le type de gouvernement qui allait prendre le pouvoir. Mais les habitants de Terre-Neuve et Labrador devaient d'abord élire 45 membres de la Convention nationale. Le vote a commencé le 21 juin 1946. C'était la première fois depuis 1932 que les Terreneuviens se rendaient aux urnes pour une élection générale et la toute première fois que le Labrador était inscrit sur la liste des circonscriptions électorales. Le juge Cyril Fox est devenu le premier président de la Convention et c'est sous sa supervision que les délibérations ont commencé le 11 septembre 1946. Fox est mort subitement 2 mois plus tard. Il a été remplacé par F. Gordon Bradley, un ancien membre de la Chambre d'Assemblée de Terre-Neuve qui représentait la région de Bonavista-Est. La Convention a mis sur pied 10 comités chargés d'examiner différentes facettes économiques et sociales du pays. Les membres ont présenté des rapports qui ont fait l'objet de débats approfondis en vue d'une adoption éventuelle. Le Comité des finances a ensuite utilisé l'ensemble de ces informations pour créer un rapport consolidé sur la situation économique et financière de Terre-Neuve et Labrador. Tous les débats ont été diffusés sur les ondes de la station de radiodiffusion gouvernementale VONF. Au début, les membres croyaient qu'ils allaient discuter de différentes formes de gouvernement envisageables une fois que les travaux du comité seraient achevés. Un changement de plan est toutefois survenu le 28 octobre lorsque Joseph R. Smallwood, le représentant de Bonavista Centre, a proposé que la Convention envoie une délégation à Ottawa pour évaluer les conditions d'une union éventuelle avec le Canada. Je sollicite l'autorisation de mettre à l'ordre du jour de demain la résolution suivante. Il est résolu que la Convention nationale souhaite envoyer à Londres une délégation composée du président et de 6 de ses membres afin de vérifier auprès du gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni quel genre de relations économiques ou fiscales est possible entre ce gouvernement et Terre-Neuve sous un gouvernement responsable ou une commission de gouvernement réformée et non réformée ou sous toute autre forme de gouvernement, et qu'elle souhaite envoyer à Ottawa une délégation composée du président et de 6 autres de ses membres afin de vérifier auprès du gouvernement du Dominion du Canada sur quelle base juste et équitable pourrait se faire l'union fédérale entre Terre-Neuve et le Canada. Smallwood était l'un des rares membres à être ouvertement en faveur de la Confédération. Seulement 17 personnes ont appuyé sa motion et cela a donné lieu à un débat acrimonieux qui a divisé la Convention.
Dans de telles conditions, il était pratiquement impossible d'évaluer avec impartialité la situation actuelle du pays et ses perspectives d'avenir. Finalement, la Convention a décidé d'envoyer des délégations à Londres et à Ottawa. Celle-ci était dirigée par le président F. Gordon Bradley, qui était lui-même un ardent défenseur de la Confédération. La délégation de Londres était composée principalement d'opposants à la Confédération et celui qui savait le mieux se faire entendre était le major Peter Cashin, représentant de St. John's West. Les délégués ont quitté Terre-Neuve le 25 avril 1947 et ils ont eu 3 réunions glaciales avec une délégation britannique présidée par Viscount Addison, secrétaire d'État au Dominion. Le Britannique a indiqué clairement que si Terre-Neuve rétablissait un gouvernement responsable, il ne devait pas s'attendre à recevoir une aide financière ou économique quelconque de la Grande-Bretagne. Ce manque de coopération a révolté les représentants anti-confédération et Cashin a prononcé un discours très émouvant à la Convention le 19 mai. I say to you that there is in operation at the present time. Je vous dis qu'il existe actuellement une opération, une conspiration visant à vendre, et j'utilise le mot vendre en toute connaissance de cause, ce pays au Dominion du Canada. Je le répète, certaines personnes croient peut-être que je parle à tort et à travers, mais je les prierai de se rappeler que bien avant aujourd'hui, j'ai fait dans cette chambre des déclarations qui étaient alors considérées comme des prédictions farfelues, mais le temps a prouvé que j'avais raison. Tout ce que je vous demande de faire dans le cas présent, c'est d'observer le cours des événements pendant les 2 prochains mois et de juger ensuite mes déclarations d'aujourd'hui. Soyez particulièrement attentifs à l'appât attrayant qui sera utilisé pour entraîner notre pays dans la souricière canadienne. Écoutez tous les discours fleuris que l'on fera pour convaincre les Terre-Neuviens qu'ils sont un peuple perdu, que notre seul espoir, notre seul salut consiste à suivre un nouveau Moïse jusqu'à la terre promise de l'autre côté du détroit de Cabot. La délégation d'Ottawa a quitté Terre-Neuve le 19 juin. Gordon Bradley et Joseph Smallwood, tous deux en faveur de la Confédération, en faisaient partie. Bradley a informé la Convention que la délégation serait de retour d'ici 1 mois. Ce n'était toutefois pas du tout son intention ni celle de Smallwood. Leur objectif était plutôt de rester à Ottawa jusqu'à ce qu'ils aient négocié une version préliminaire des conditions de l'Union avec le gouvernement canadien. Cela leur permettait, une fois de retour à la maison, d'avoir en main un document qu'ils allaient soumettre à la Convention. Ils espéraient également qu'un séjour prolongé à Ottawa permettrait de reporter en 1948 le référendum qui devait être tenu à l'automne 1947. Ceux qui étaient en faveur de la Confédération auraient ainsi plus de temps pour faire campagne. Leur stratégie a été couronnée de succès. Une version préliminaire des conditions de l'Union a effectivement pu être négociée et ce n'est qu'au début d'octobre que la délégation est finalement rentrée à Terre-Neuve. Les anti-confédérations se sont dit outrés par la tournure des événements. Bradley a été forcé de démissionner de son poste de président, mais son successeur John McEvoy était lui aussi en faveur de la Confédération. La Convention amorçait ainsi les dernières phases de ses travaux. Elle a d'abord étudié les rapports financiers et économiques préparés par le Comité des finances que Peter Cashin avait dirigé. Ces 2 documents, qui pouvaient être qualifiés de manifestes anti-confédération, étaient extrêmement encourageants. Smallwood a ensuite dirigé le débat consacré au rapport de la délégation d'Ottawa et à la version préliminaire des conditions de l'Union. Ces négociations ont duré près de 2 mois. Finalement, le moment est venu pour la Convention de recommander quelle forme de gouvernement devait être proposée dans le cadre du scrutin référendaire. Tous les membres ont décidé d'un commun accord que le gouvernement responsable et la continuité de la commission de gouvernement devaient faire partie de ces propositions.
Le 23 janvier 1948, Smallwood a proposé que la Confédération avec le Canada soit présentée comme troisième choix. Le débat qui a suivi a été le point culminant de la Convention. Ces discussions longues et émouvantes ont pris fin le 28 janvier à 5h30 du matin. We Confederates were not afraid to let the people decide on responsible Nous, qui sommes en faveur de la Confédération, nous ne craignons pas de laisser le peuple choisir entre un gouvernement responsable et la commission de gouvernement. Nous avons voté pour que ces deux formes de gouvernement soient inscrites sur le bulletin de vote. Si les opposants à la Confédération n'ont pas peur que le peuple vote pour la Confédération, qu'ils votent dès ce soir pour mettre la Confédération sur le bulletin de vote du référendum. Allez, qu'ils jettent tous leurs prétextes par-dessus bord en adoptant cette motion. Laissons-les nous montrer qu'ils n'ont pas peur que le peuple opte pour la Confédération. Je les mets au défi de le faire. Finalement, la motion proposée par Smallwood a été rejetée par 29 voix contre 16. La Convention a été dissoute 2 jours plus tard, ce qui n'a pas empêché Smallwood et Bradley de poursuivre leur croisade afin que la Confédération fasse partie des choix proposés aux électeurs lors du scrutin référendaire. Ils en ont d'ailleurs profité pour qualifier de dictateurs les 29 délégués qui avaient rejeté la motion en déclarant qu'ils avaient privé la population du droit de choisir la forme de gouvernement dont elle avait envie. Smallwood et Bradley ont fait circuler une pétition destinée aux gouverneurs réclamant que la Confédération fasse partie des choix proposés. En une semaine, 44 000 signatures ont été recueillies. Le gouvernement britannique était favorable à cette idée. En fait, il était en faveur de la Confédération lui aussi. D'une part, la Seconde Guerre mondiale avait miné considérablement l'économie de la Grande-Bretagne et le pays était prêt à se départir de certaines colonies. D'autre part, le Canada souhaitait que Terre-Neuve et Labrador deviennent une province. Au début des travaux de la Convention nationale, la Grande-Bretagne et le Canada étaient arrivés à la conclusion commune que la Confédération était souhaitable et qu'ils allaient travailler en coulisses pour que ce projet se concrétise. Les deux gouvernements étaient toutefois d'avis que la décision finale devait être prise par les électeurs. Le 11 mars, le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait ignorer la recommandation de la Convention nationale et inscrire 3 choix au scrutin référendaire. Un gouvernement responsable tel qu'il existait en 1933, une commission de gouvernement pour une période de 5 ans et la Confédération avec le Canada. La Grande-Bretagne a justifié sa décision d'inclure la Confédération en soulignant que ce sujet avait fait l'objet d'un grand nombre de débats de la Convention nationale. La date du référendum a été fixée au 3 juin 1948, soit 3 mois plus tard. Même si sa recommandation de ne pas présenter l'option de la Confédération lors du référendum a été rejetée, la Convention nationale n'a pas été entièrement inefficace. Elle a contribué de manière importante à parfaire l'éducation politique de la population qui n'avait pas voté depuis plus d'une décennie lors d'une élection générale. Les débats, de même que leur couverture importante à la radio et dans les journaux, ont aidé à informer les électeurs des choix qui leur seraient proposés lors du prochain référendum.